Edith Wharton, Le retour à la maison. Chapitre 1. Les jeunes gens de nos convois sanitaires commencent à revenir du front avec des histoires. Dans les premiers moments, on n'avait pas le temps d'en récolter. Tout était trop atroce et trop sombre. L'horreur est toujours là, mais les yeux et les nerfs en ont subi la terrible discipline. On ne recueillait d'abord que des fragments d'expérience épars, comme des bribes de chair arrachées par des shrapnels. Maintenant, les morceaux disjoints paraissent se réunir et le grand squelette de l'histoire surgit tout entier des champs de bataille. Je ne puis pas dire que tous les membres des convois sanitaires aient tiré de leur expérience tout ce qu'ils auraient pu. Les uns ne savent pas voir, les autres ne savent pas s'exprimer. Quelques-uns, dès qu'ils veulent sortir du simple compte-rendu de leur besogne, tombent dans une sentimentalité de cinéma. Seul H. Macy Greer a le don de rendre son récit tellement vivant que l'on croirait avoir vu les faits qu'il raconte. C'est donc H. Macy Greer, près de qui j'aime à me documenter. Aussi, chaque fois qu'il revient à Paris, dans le tourbillon de son auto de guerre, chercher des provisions pour ses hôpitaux, est-ce un plaisir de l'entraîner à venir dîner et fumer longuement son cigare. Greer est un aimable garçon, petit, musclé, le teint pâle, les cheveux d'un blond terne, des yeux gris dont le regard a une profondeur qui surprend. Sa voix un peu pâteuse et traînante prive ses histoires des nuances d'expression que donne une intonation intelligente. Mais sa vision des choses est si nette qu'elle éclaircit, pour les autres, le brouillard dont sa voix semble envelopper ses récits. Parfois, ses récits sont sombres et tragiques, parfois d'une tristesse infinie. D'autres se terminent dans un éclat de rire plein d'ironie. Je ne sais dans quelle catégorie il faudrait placer celui que je vais vous conter. Edith Wharton, Le retour à la maison. Chapitre 2. À ma première visite aux tranchées du Nord, me disait Greer l'autre soir, un chirurgien me pria d'avoir un entretien avec un officier gravement blessé, très anxieux des siens, resté dans les provinces françaises de l'Est. C'était un jeune lieutenant de cavalerie, mince et élancé. Son sourire était doux, mais ses yeux bleus avaient une expression d'énergie obstinée. On le sentait capable de tenir jusqu'au bout. Le pauvre garçon avait eu une jambe fracassée dans les premiers combats dans les Flandres, et, depuis des semaines, il traînait dans le misérable hôpital de fortune où je l'avais trouvé. Il ne dit pas un mot de lui-même, mais se mit tout de suite à me parler de sa famille. Il vivait, quand la guerre éclata, dans leur propriété des Vosges. Son père, sa mère, sa sœur de 18 ans et son petit frère Alain, de 2 ans plus jeune. Son père, le comte de Réchamp, s'était marié à un âge avancé déjà, et avait 70 ans.
Sa mère, sensiblement plus jeune, était percluse de rhumatisme, et la famille entière évoluait autour d'une vieille grand-mère presque paralysée, dont la tyrannie les dominait tous. Vous savez combien les familles françaises se tiennent, jetant des branches qui créent de nouvelles racines, tout en restant attachées au tronc central, comme cet arbre, dont j'oublie le nom, que l'on voit représenté dans les livres sur l'Extrême-Orient. Jean de Réchamp, c'était le nom de mon lieutenant, me dit que sa famille était un type accompli de ce genre. Oh, nous sommes très province. Ma famille vit à Réchamp toute l'année. Nous avons une maison à Nancy, un vieil hôtel assez beau. Mais mes parents n'y vont que pour quelques semaines, tous les 2 ou 3 ans. C'est notre saison. Imaginez-vous leur mentalité. Ou plutôt, n'essayez pas, car vous n'y arriveriez jamais. Il avait circulé pas mal dans le monde et avait appris à voir plus largement. Bref, de ce petit groupe inoffensif et exposé à tant de dangers, il n'avait reçu aucune nouvelle depuis le 2 août. Il était avec eux à Réchamp quand la guerre éclata. Il fut mobilisé le 1er jour. Juste le temps de boucler sa valise et de courir à la station. Son dépôt était à l'autre bout de la France et les communications avec l'Est, tant par poste que par dépêche, furent complètement interrompues pendant les premières semaines. Son régiment fut envoyé tout de suite à la ligne de feu, et l'unique renseignement concernant les siens lui vint en octobre par un communiqué officiel vieux d'1 mois disant « L'ennemi a repris Réchamp hier ». Après cela, silence de mort. Et lui, toujours dans les tranchées, a ruminé ce fatal repris. Il y a des milliers et des milliers de cas semblables. Et les hommes s'y font, et blaguent, et se battent. Jean de Réchamp le savait, et essayait de blaguer aussi. Mais un jour, il eut la jambe démolie, et depuis, il était resté sur une litière de paille, sous une couverture de cheval, se répétant à lui-même « Réchamp repris ». Naturellement, me disait-il avec un sourire là, tant qu'on peut descendre les boches, ça va encore. Quoiqu'au fond, on ne sache pas trop pourquoi. On est tellement fourbu le soir qu'on dort sans rêver. Mais quand on est couché ici à regarder le plafond, on revit toutes ces horreurs au moins 100 fois par jour. L'attaque, le massacre, les ruines, et des choses pires encore. Tout ce qui pourrait arriver aux siens. J'en ai vu et entendu assez de ce côté-ci pour savoir ce qui se passe de l'autre. N'essayez pas de me dorer la pilule. Pendant mon séjour dans le voisinage, je retournais le voir chaque jour. Il aimait à causer avec moi, dans le vague espoir que je pourrais recueillir des nouvelles à mon retour à Paris. Je ne partageais pas cet espoir, mais je ne voulais pas lui enlever son illusion. Et puis, chaque jour peut amener de l'imprévu. En le quittant, je lui promis de le tenir au courant de tout ce que je découvrirais. Nous savions tous deux, cependant, que je ne pourrais rien savoir avant que Réchamp fût repris par les Français, ce qui me permettrait, peut-être, d'arriver jusque-là, ou tout près de là, et de faire une enquête moi-même. Pour être bien sûr que je n'oublierais rien, il tira les photographies des siens, cachées sous son oreiller, et me les tendit. La vieille grand-mère, avec une figure ratatinée, comme sculptée dans un marron. Le père, un père noble de théâtre, avec un nez de conquérant et un menton sans énergie. La mère, simple et sérieuse sous ses voiles de crêpe, avec un petit cachet de province. La jeune sœur, taillée sur le même modèle, et le petit frère Alain, un garçon de papier mâché, poussé trop vite, tout en yeux et en front, avec un long corps fluet, sans un muscle. En somme, une famille charmante, distinguée et sympathique, mais tous
sauf la grand-mère, d'un modèle courant. On trouve de ces familles-là à la douzaine. Tout en mettant ces photographies dans ma poche, je remarquai qu'il en restait une qui dépassait l'oreiller. « Et celle-ci » demandai-je. Réchand rougit, et je sentis que je faisais fausse route. Pourtant, après un moment d'hésitation, il me donna la photographie. C'est celle de ma fiancée. Elle était à Réchand, en visite chez mes parents, à la déclaration de la guerre. Elle devait les quitter le lendemain de mon départ. Il hésita, puis ajouta « Il se pourrait que son départ eût rencontré quelques difficultés. Je voudrais bien être sûr qu'elle a pu s'en aller. Elle s'appelle Yvonne Malot. » Il ne m'offrit pas la photographie, mais je n'en avais pas besoin. Celle-là, au moins, avait l'air de quelqu'un. Sa figure brune, vive et rayonnante, différait si complètement de celle des autres que je n'en pouvais détacher mes yeux. J'eusse bien mieux compris s'il n'avait pas dit « ma fiancée ». Après un autre silence, il continua. « Je vais vous donner son adresse à Paris. Peut-être pourriez-vous l'y trouver. Elle vit seule, elle n'a pas de famille, c'est une musicienne. » Il rougit encore et ajouta « D'ailleurs, je ne sais rien d'elle non plus. » Pour rompre le silence qui suivit, je lui dis « Mais puisqu'elle n'a pas de famille, n'est-il pas probable qu'elle est restée avec vos parents? C'est pourquoi vous en seriez sans nouvelles? » « Oh non, je ne pense pas qu'elle soit restée. » Et il sembla sur le point d'ajouter « Si elle a pu faire autrement. » Mais il se tut et fit disparaître le portrait. À peine de retour à Paris, je cherchais à me renseigner, sans aucun succès. Les Allemands avaient été repoussés de Réchand après une quinzaine d'occupations intermittentes, mais leur ligne était encore toute proche de l'autre côté de la vallée, et le château pris dans un filet inextricable de tranchées. On ne pouvait approcher, et il semblait impossible d'en recevoir des nouvelles. Mes recherches quant à mademoiselle Malot furent également infructueuses. J'allai à l'adresse que Réchand m'avait donnée, au fond de Passy, dans un quartier plein de jardins où elle habitait un square bordé d'ateliers, d'un pittoresque recherché. Je trouvai sa maison. Au dernier étage, une baie vitrée donnait sur une terrasse. Des piliers d'une pergola pendaient les branches desséchées d'une vigne vierge. Mais Yvonne Malot n'y était pas revenue, et son concierge était sans nouvelles. Je rendis compte à Réchand de mon double échec. Il m'écrivit un mot de remerciement, et pendant longtemps, je n'entendis plus parler de lui. Au commencement de novembre, les Allemands ayant reculé légèrement en Argonne et le long des Vosges, nous fûmes envoyés du côté de l'Est avec un convoi de voitures d'ambulance. Nous avions naturellement des chauffeurs militaires et je me trouvais connaître un peu celui qui m'était attaché. La veille de notre départ, en discutant notre itinéraire, je lui demandai s'il lui paraissait possible d'arriver jusqu'à Réchand. Il me sembla ne pas comprendre. L'endroit était si peu connu qu'il en avait oublié le nom. « Mais pourquoi voulez-vous donc aller là ?» dit-il avec étonnement. Je lui expliquai mes raisons. « Ah, ma foi, il y a un moyen bien plus simple. Jean de Réchand, trop éclopé encore pour aller au front, est à Paris dans le service des automobiles. Il faut qu'il prenne ma place et qu'il vous conduise. Je ne sais pas comment on pourra y arriver, mais on y arrivera. » Et on y arriva. Le lendemain matin, au petit jour, Jean de Réchand était sur le siège de mon automobile. Ce n'était plus cette loque humaine que j'avais laissée à l'hôpital flamand. Je voyais devant moi un garçon d'une énergie dévorante, mûri par les souffrances, au regard triste et volontaire.
Il avait reçu des nouvelles de sa famille et avait appris qu'ils étaient encore à Réchamps en bonne santé et, chose plus surprenante, que mademoiselle Malot était encore avec eux et ne les avait jamais quittés. On avait envoyé Alain en Angleterre, où il était resté, mais les autres n'avaient pas bougé. Ils avaient installé une ambulance au château. La petite sœur soignait les blessés avec mademoiselle Malot. Il n'y avait guère plus de détails dans les lettres. Elles avaient été bien longtemps en route, mais elles étaient si rassurantes que Jean pouvait s'abandonner sans arrière-pensée à l'espoir. On imagine combien il fut heureux de l'occasion que je lui procurais. C'était pour lui l'unique chance de voir les siens. Vous savez que nos laissez-passer ne nous donnent pas l'accès des premières lignes. Nous arrivons seulement jusqu'aux ambulances d'arrière et nous en rapportons les grands blessés qui ont besoin d'une opération urgente. J'étais donc fort peu sûr de pouvoir atteindre Réchamps et pourtant résolu à y arriver à tout prix. Nous rayonnâmes pendant 15 jours en Champagne et en Argonne, ce qui nous donna le temps de faire plus ample connaissance. Il faisait un froid noir. Après avoir roulé de longues journées dans ce désert glacé, on se réfugiait le soir au café de l'auberge, quand il y en avait une, et bien avant, dans la nuit, on causait. Le logement était généralement sommaire, souvent une ferme ou une chaumière encombrée de soldats, car, depuis l'automne, les villages n'avaient pour habitants que les troupes qui y étaient cantonnées. La plupart du temps, il fallait, pour ne pas geler, remonter, à peine le souper fini, dans la chambre que nous partagions, et nous glisser tout habillés sous nos couvertures. Un jour, de bonnes petites sœurs des pauvres nous recueillirent dans leur hospice pour 2 nuits. Mon Dieu, qu'il faisait froid dans nos étroites cellules blanches! Mais quel récit autour du grand feu dans la cuisine! Les bonnes sœurs étaient restées seules, en face des Allemands. Elles avaient vu la ville en feu et avaient exigé des Teutons que les pompes fussent dirigées sur le toit de l'hospice pour le sauver de l'incendie. C'est pendant ces jours-là que Réchamps m'a tout raconté. Je ne crois pas qu'il fût communicatif avant la guerre, mais les longues semaines à l'hôpital, la soif de nouvelles, lui avaient délié la langue. Et puis, l'idée de revoir le Réchamps de son enfance le rendait fou. Il savait par quelles épreuves avaient passé d'autres familles, emprisonnées comme la sienne dans le réseau des tranchées allemandes. Toutes ces horreurs auxquelles nous refusions de croire d'abord et auxquelles, maintenant, nous essayions de ne pas penser. Ces histoires l'avaient hanté pendant des mois, et il répétait toujours « Ils disent qu'ils n'ont rien. » Mais pourquoi ne donnent-ils aucun détail? C'est que, voyez-vous, vous ne vous figurez pas à quel point ces pauvres chairs sont empêtrées. Même s'ils avaient eu le temps de partir, ils auraient fini par rester. Quand je l'ai quittée, maman venait d'avoir une de ses plus violentes crises de rhumatisme. Elle était clouée dans son lit. Grand-mère, qui a une activité du diable dans la maison, n'en veut sortir pour rien au monde. Nous avons eu beau la supplier de descendre au jardin. Depuis des années, elle n'y a pas mis les pieds. Elle prétend qu'il y a trop de courants d'air. Et vous savez, la terreur qu'inspirent aux Français les courants d'air. Quant à mon père, il n'a jamais pris une décision depuis que le comte de Chambord a refusé d'adopter le drapeau tricolore. Il a décidé que Monseigneur avait raison. Et dès lors, rien ne lui a paru valoir la peine d'un acte de volonté. Je sais ce qui s'est passé, comme si j'avais été là, auprès de lui. Il répétait certainement « Il faut prendre un parti, il faut prendre un parti », tout en restant assis dans son fauteuil sans bouger. Oh, ne croyez pas que je sois un fils irrespectueux. Toute sa génération était comme ça. Et puis, somme toute, il vaut mieux en rire, n'est-ce pas?
et son regard s'assombrit. Pourtant, il resta d'assez belle humeur jusqu'à ce que commença le défilé de villes en ruine entre Sainte-Ménéhould et Bar-le-Duc. Il allait répétant « C'est par là qu'ils ont passé », et je suivais le travail de son imagination, qui lui montrait sans cesse ce qu'ils avaient dû faire dans son propre voisinage. Mais puisque votre sœur écrit que tout va bien, on a pu lui faire écrire cela pour me rassurer. On savait que j'étais grièvement blessé. C'est étrange que ma mère ne m'ait jamais écrit un mot. N'avez-vous pas dit que les mains de madame votre mère étaient trop malades pour tenir une plume ? Sûrement. En tout cas, mademoiselle Malot vous aurait écrit la vérité. Cette pensée sembla le soulager. Oui, certainement. Elle a horreur de dissimuler quoi que ce soit. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? C'est quand je vois les traces que ces bandits ont laissées de leur passage, murmura-t-il tout bas. Un jour où nous avions traversé un pays encore plus dévasté que les autres, après une conversation navrante avec le curé, qui nous avait donné d'abominables détails sur les horreurs qui s'étaient passées là, nous étions assis tous les deux auprès du feu de l'auberge. « Quand j'entends raconter ces choses-là, dit-il brusquement, je ne puis plus croire ceux qui me disent que les miens sont sains et saufs. »« Mais vous savez bien, répondis-je en insistant, qu'il y a Allemands et Allemands, et que tout dépend de l'officier qui les commande. »« Oui, je sais bien. Seulement, voyez-vous, à mesure que l'on approche... » Et il me raconta qu'il avait été envoyé de l'ambulance d'urgence près du front à un hôpital à Moulins où il était resté un jour ou deux dans une salle tout près d'un groupe de blessés allemands. Il ne se doutait pas qu'il pût les comprendre et avait parlé librement. Alors, il avait entendu des choses atroces. Il y avait un nom qui revenait sans cesse, comme un refrain. Scharlach. Oberst von Scharlach. L'un des Allemands, un petit, tout jeune, avait dit « Oh, comme je souhaiterais maintenant de m'être coupé la main plutôt que d'avoir obéi à ses ordres ce soir-là. Chaque fois que j'ai la fièvre, je revois tout cela comme dans un cauchemar. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas été tué avant ?» Ce nom de Scharlach, ils le disaient tous avec une voix remplie de terreur, comme s'ils avaient la crainte de le voir apparaître, implacable et menaçant. Réchand s'était informé d'où venait leur régiment. On lui avait répondu « des Vosges ». Alors son esprit battait la campagne, et à chaque village ravagé, à chaque récit de sauvagerie barbare, le spectre de Scharlach apparaissait. Dans ces moments-là, on perdait son temps à lui rappeler qu'il avait passé dans l'Est plus de 300 000 Allemands. Il n'essayait même pas d'écouter. Le retour à la maison. Chapitre 3. La veille de notre départ pour Réchand, toute sa belle humeur lui revint et le rendit même loquace, jusqu'à me faire des confidences. Vous vous êtes montré un tel ami pour moi que j'éprouve le besoin, étant donné ce que vous êtes appelé à voir, de vous expliquer certaines choses. C'est à propos de ma famille. L'esprit de mon milieu doit être si différent de tout ce à quoi vous êtes habitués dans votre heureux pays de liberté, mais peut-être pourrais-je vous faire comprendre...
Je devinais ce qu'il voulait. Me parler de la jeune fille qui était sa fiancée. Mademoiselle Malo, restée orpheline à 10 ans, avait été la pupille d'un voisin des Réchamps, vieux grand seigneur décavé, avec un nom illustre et un château signalé aux touristes, seul débris de sa fortune passée qu'eût respecté le baccarat. À 50 ans, il ne lui restait plus qu'à faire pénitence, à supporter des accès de goutte et à mener la vie d'un agriculteur. Le père d'Yvonne Malo était un peintre d'un certain talent qui mourut jeune. Sa femme, qui ne lui survécut qu'1 an ou 2, était d'origine polonaise. Vous pouvez vous imaginer si une fillette avec de pareils ascendants était faite pour venir s'enterrer dans un château au fin fond de la campagne française, sous les yeux vigilants d'un vieux goutteux repentant. Le marquis de Corvenère, c'était son nom, amena sa pupille dans sa retraite et appela près de lui sa sœur, une digne vieille fille, qui éleva Yvonne très convenablement, selon toutes les apparences. De temps en temps, l'antique landau du marquis l'amenait à Réchamps pour jouer avec les enfants. Et le premier souvenir que Jean avait d'elle était celui d'une petite fille fort laide, affublée d'une jupe de plaid, qui inventait des jeux extraordinaires dont elle était déjà lasse au moment où les autres enfants commençaient à les comprendre. Mais son ton d'autorité et ses questions bizarres n'étaient pas du goût de madame de Réchamps, qui ralentit ses invitations. Quand Yvonne eut 17 ans, son tuteur mourut, lui laissant un petit pécule. La vieille demoiselle tomba en enfance. Il n'y avait plus personne pour s'occuper de mademoiselle Malo. Elle alla à Paris retrouver une tante dont elle secoua le joug dès qu'elle fut majeure. Elle prit alors un atelier, voyagea, fit de la peinture, joua du violon et se lança dans de nouvelles et nombreuses relations. Jean ne compta plus pour elle jusqu'au jour où, environ 1 an avant la guerre, elle eut à revenir pour s'occuper de ses intérêts quand on vendit le château du marquis de Corvenère. Les vieux Réchamps connurent son retour, mais ne l'invitèrent pas à demeurer chez eux. Jean, cependant, alla lui faire visite dans le château, lugubre, avec tous ses volets fermés. Il la trouva en train de déjeuner sur un coin de la table de la cuisine. Elle s'écria, en lui tendant les bras, « Mon petit Jean !» se jeta à son cou, l'embrassa sur les 2 joues et l'invita gaiement à s'asseoir et à partager son omelette. La petite fille fort laide avait secoué sa chrysalide, et on peut s'imaginer que Jean ne se fit pas beaucoup prier pour revenir. Mademoiselle Malo vivait toute seule. La femme du fermier préparait son dîner, mais la nuit, elle restait seule dans ce château désert, avec son grand chien de berger gris. Elle devait y être retenue 1 semaine, et Jean se décida à demander à ses parents de l'inviter à Réchamps. Il y eut conseil de famille. On hésita, on détourna les yeux. Les chambres d'amis étaient sans dessus-dessous. Le valet de chambre avait les oreillons. La cuisinière n'avait personne pour l'aider. Enfin, la grand-mère trancha la question en déclarant avec une solennité définitive « Une jeune personne qui a décidé de vivre seule préfère probablement vivre seule. » Il se fit un silence de mort. Jean n'insista pas, mais je vois d'ici comment l'expression de ses yeux bleus dut se durcir. Peu de temps après le retour à Paris de mademoiselle Malo, il l'y suivit et devint un fidèle visiteur de l'atelier de Passy. La vie qu'on y menait lui sembla différente de tout ce qu'il avait jamais pu voir ou même imaginer. Il avait connu des échantillons courants de jeunes Françaises et exploré des milieux sociaux très différents, mais le type le plus nouveau, celui de l'artiste femme émancipée, lui avait justement échappé.
Je ne connais pas beaucoup ce genre-là, moi non plus. À l'entendre, ces adeptes me rappellent assez certaines Américaines intelligentes, si ce n'est que celles-ci ne mettent pas toujours leur vie réelle au diapason de leurs audaces artistiques. Mais pour Réchamp, la grande découverte fut la jeune fille nouveau jeu. Apparemment, il n'avait jamais connu que le type classique qui domine en province, et qu'on trouve encore, prétend-il, dans les derniers retranchements de l'austère faubourg Saint-Germain. Mais une jeune fille qui va et vient, comme il lui plaît, qui lit tout ce qui lui passe par la tête, se forme une opinion sur ses lectures, s'exprime, regarde, et se tient comme une femme mariée, tout en gardant la fraîcheur d'une Diane. Quel bouleversement dans l'esprit d'un garçon qui a hérité un bagage d'idées toutes faites et de principes inébranlables. Mademoiselle Malot rendit Réchamp très amoureux d'elle, mais elle fit bien plus encore. Elle transforma de fond en comble sa manière de voir en toute chose, et le libéra à tout jamais des préjugés héréditaires. Bientôt, ils s'avouèrent simplement leur amour, tout comme n'importe quel petit couple d'outre-mer, et Jean alla à Réchamp demander la permission de l'épouser. Démarche toute naturelle en France, mais qui nous étonne tant, nous autres Américains, de la part d'un garçon de 27 ans qui connaît la vie. Jean demanda donc le consentement de son père, de sa mère et de sa vieille grand-mère. Tous, d'un commun accord, le lui refusèrent. Cela souleva même une tempête, et c'est la grand-mère qui cria le plus fort. Épouser mademoiselle Malot, une jeune fille qui vivait seule, qui voyageait, qui passait son temps avec des étrangers et des gens impossibles, comme des musiciens et des peintres. Une jeune fille, encore, si elle avait été une femme mariée, une veuve, ils auraient pu, à la rigueur, par affection pour lui, se résigner à un choix aussi différent de ce qu'ils avaient rêvé. Dieu sait qu'ils eussent préféré une jeune fille. Ils eussent cependant accueilli même une veuve, dont le genre fût au moins correct. Mais l'idée d'amener une jeune personne aussi lancée à Réchamp, pour vivre sous le même toit que leur petite Simone et leur innocent Alain, cela avait duré 1 heure. Lui avait tenu bon, opposant son silence à leurs cris, gardant tout son calme et se raidissant à mesure que l'excès de leur colère semblait céder à la fatigue. Enfin, il prit sa mère à part et essaya de la raisonner. Ses raisons ne semblèrent pas l'influencer, mais la fermeté de sa résolution l'impressionna, et il s'en aperçut. Quant à son père, Jean savait à quoi s'en tenir. Monsieur de Réchamp n'en imposait à personne. Il suffisait qu'il eût dit « Jamais, jamais tant que je vivrai, jamais tant qu'il y aura un toit sur mon château », pour qu'on sût qu'il avait déjà cédé dans son fort intérieur. Seule, la grand-mère était terrible, à cause de son âge avancé et de l'habileté avec laquelle elle en profitait. Elle avait un truc particulier pour se donner une sorte de crise cardiaque, rien qu'en restant assise immobile et en retenant son souffle. Depuis longtemps, Jean et sa mère avaient découvert ce stratagème, dont elle jouait dès que les choses ne marchaient pas à son idée. Madame de Réchamp promit à Jean de tâcher de fléchir sa belle-mère, sans pourtant croire au succès de la tentative. En revenant trouver son fils, elle dit en soupirant « Eh bien, elle est là, assise, et elle retient son souffle. » Le lendemain, Jean affronta lui-même la terrible aïeule. Elle était la personne la plus intelligente de la famille, et savait que son petit-fils le savait. Elle l'aimait même davantage pour avoir fait cette découverte. Aussi, lorsqu'il était seul en face d'elle, l'écoutait-elle sans recourir aux menaces de crise cardiaque.
« Voyons, grand-maman, lui dit-il, vous êtes bien trop intelligente pour ne pas comprendre que les temps sont changés et que les idées et les manières ont marché avec eux. Aujourd'hui, une femme semblerait ridicule en ne faisant pas certaines choses pour lesquelles on l'aurait critiquée hier. Toutes, ou presque toutes, les conventions sociales ont disparu. Les gens intelligents s'en moquent. Elles n'avaient de raison d'être que tant qu'elles étaient prises au sérieux. » La grand-mère écouta avec une lueur d'admiration étonnée dans les yeux. « Et cela ne peut certainement pas être la raison réelle pour laquelle vous vous opposez à mon mariage avec une jeune fille que vous avez toujours connue, qui a été reçue ici. »« Ah, mais justement, c'est que nous l'avons toujours connue, » dit-elle en l'interrompant sèchement. « Eh bien quoi ? Je ne vois pas. »« Naturellement. Tu es si peu ici qu'il y a bien des choses que tu ne vois pas. »« Quelles choses ? » ?»« Des choses qui voltigent dans l'air. Tu faisais ton service militaire à ce moment-là. »« Mais quand ? Quoi ? À quel moment ?» Elle se pencha en avant et posa sa main sur le bras de son petit-fils. Pourquoi Corvenère lui a-t-il tout laissé ? Pourquoi ? Mais pourquoi ne lui eût-il pas tout laissé ? Balbutia Jean, bouillant d'indignation. Alors, elle vida tout son sac. Une masse de vagues et perfides insinuations, de conjectures sans fondement, de caquets de village. Le tout fondé, il le lui prouva entièrement, sur un mot lancé au hasard par une fille de cuisine congédiée qui avait confié ses griefs à la servante du curé. Oh, elle fait ce qu'elle veut de monsieur le marquis, la jeune demoiselle. Elle sait s'y prendre. Et de cette simple phrase, le voisinage avait fait un réquisitoire accablant. Réchamp le réduisit à rien, ou du moins le crut. Il ne s'emporta pas, fit une enquête sur le rapport de la servante, en prouva la fausseté, mit même en doute la discrétion de la servante du curé, enfin écrasa sous le poids du ridicule ceux qui avaient répandu ces fables stupides et ceux qui y avaient ajouté foi. Si bien que sa grand-mère, un peu honteuse d'avoir semblé établir son refus sur de telles sornettes, capitula et décida ses parents à se rendre avec elle. Tout cela se passait peu de semaines avant la guerre. Presque aussitôt, mademoiselle Malo vint à Réchamp. Jean y avait tenu beaucoup. Il voulait que le voisinage l'y vît installée comme sa fiancée. Quant à elle, elle parut enchantée. Je devinai au ton de Réchamp, quand il en arriva à ce point de son récit, qu'il s'attendait à ce que mademoiselle Malo, dans ma pensée, dût avoir montré une certaine résistance de bon ton et se fût drapé dans sa dignité. Il sembla soulagé quand je lui affirmai que je n'avais pas eu cette pensée. C'est la simplicité même, voilà sa qualité dominante. Les complications inutiles n'existent pas pour elle, par la bonne raison qu'elle ne les voit pas. C'est ce que mes parents ne peuvent arriver à comprendre. Je conclus de cette dernière phrase que cette visite n'avait pas été précisément un succès, et je compris pourquoi Jean avait failli m'avouer, en me parlant de ses craintes pour sa famille, que sa fiancée n'avait certainement pas dû rester à Réchamp au moment de la déclaration de la guerre, si elle avait pu faire autrement. « Voyez-vous, » m'expliqua-t-il avec un sourire un peu embarrassé, « cela a été un peu de sa faute. Une autre jeune fille aussi intelligente, mais, comment dirais-je, moins fière, se fût adaptée au milieu, aurait arrangé les choses, évité les sujets trop brûlants. Yvonne eût cru s'abaisser. Elle parla avec mes parents tout naturellement, comme avec moi. Vous pouvez vous figurer, par exemple, l'effet d'une phrase comme celle-ci. Un soir, à minuit, après un souper à Montmartre, je rentrais à pied avec 2 ou 3 camarades.
C'était sa manière de se montrer telle qu'elle était, loyalement, et j'adorais cette franchise, tout en souhaitant qu'elle en eût moins. Il décrivit, à mon grand amusement, la procession des voisins venant solennellement, dans leurs vieux carrosses, faire leur visite de félicitations, les mères seules, avec des excuses gênées pour leurs filles qui n'avaient jamais pu venir. Et lui, toujours tremblant, se demandant avec angoisse, pendant toute cette cérémonie, si Yvonne les recevrait les yeux baissés et les mains croisées, dans une pose classique de fiancée écoutant les compliments, ou, si elle ne profiterait pas de cette occasion, pour donner quelques aperçus de ses idées sur la séparation de l'Église et de l'État, ou sur la nécessité de modifier les lois sur le divorce. Ce n'est pas, expliquait-il ensuite, que ces questions la passionnent si vivement. Elle ne s'intéresse vraiment qu'à sa peinture et à sa musique. Mais tout ce qui lui tombe sous les yeux ouvre un champ nouveau à son imagination. Comme elle me le dit un jour, ce sont les chapeaux des amis de votre mère qui font de moi l'avocat du divorce. Et tristement il ajouta « Mon Dieu, comme toutes ces folies sont loin !»